Claude Bastille, bonjour et merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui de votre livre, La mer, l'ostréiculture et moi. Alors, c'est votre vie, l'ostréiculture? C'était ma deuxième vie, disons. Ah bon, d'accord. Il y en a eu une première avant? La première, c'est ce qu'il y a dans le titre, c'est la mer. Disons que de tout jeune, j'ai voulu naviguer. Oui. Et donc, je suis parti naviguer sur les pétroliers. Ah ouais. J'ai fait ça et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis à la suite d'un accident à bord, donc j'ai été obligé d'arrêter de naviguer. Je me suis reconverti dans l'ostréiculture, mais c'est toujours la mer. C'est toujours la mer. Ça, c'est le point effectivement d'ancrage. Sans mauvais jeu de mots. Et je le cite dans mon livre. La première fois que je suis monté sur un bateau en 1945, la mer était plate comme la table. J'ai eu peur, j'étais à genoux et je tenais les jambes de mon père monter en bateau. Ah ouais, l'inconnu. J'ai eu peur, l'inconnu, et puis après, c'est parti. Après, ça a été du canoë, de la voile, et après, puis tout. Les Russes s'étaient installés. Et puis tout le temps, et puis maintenant je voudrais bien, mais il y a un âge pour tout. Qu'est-ce qui vous a amené quand même à faire de l'ostréiculture? Disons que quand j'ai arrêté de naviguer, par force, j'avais deux choix. Il y a des tas de choses qu'on peut faire sur la mer sans penser à faire des huîtres. Oui, mais alors moi j'avais, si vous voulez, deux passions. Oui. Donc j'adorais la chasse et j'ai eu idée à un moment de faire les eaux et forêts. Oui. Et puis recommencer les études et tout à 25 ans. C'est pas toujours évident. Oui. Donc j'avais un oncle qui était marailleur à Saint-Armel, à côté là, et qui me dit tu sais, puisque tu veux rester, je connais une affaire ostréicole qui est à vendre. C'est comme ça. Donc, mais les huîtres, j'y connaissais rien du tout. Ah d'accord. Alors je les voyais comme mon père en mangeait, mais je n'y connaissais rien du tout. Mais il y avait la mer et puis l'envie de créer, de faire quelque chose. L'envie de créer quelque chose, et effectivement, parce que c'est quand même un métier rude. C'est un métier rude, et puis contre vent et marée même parfois. Absolument, et puis il faut toujours innover, c'est ce que j'ai essayé de faire durant toute ma carrière. D'abord j'ai repris une affaire qui périclitait depuis le décès de son véritable propriétaire, qui est exploitant, disons, qui était Henri de Maluquer, qui était maire du Tour du Parc et conseiller général du canton de Sarzeau, mais qui s'était tué en 1952. Et c'est son beau-frère qui était garagiste à Vannes, c'est pas la même chose, là, qui avait repris la boîte, disons, mais ça a marché comme ça pouvait. C'est le personnel qui faisait marcher. Et j'ai eu l'expérience de voir comment ils fonctionnaient quand ils étaient tout seuls. C'était la belle vie. Donc, reprendre une boîte qui était tombée et puis la développer, recréer. Mais vous êtes autodidacte? Absolument. Oui, c'est sur le tas. Sur le tas. Et comment ça se passe, je dirais, parce que c'est un monde, on a l'impression qu'il faut quand même un tas de savoir pour ne pas se tromper, pour je vais pas dire les récoltes, enfin, je sais pas comment on dit du reste quand on va chercher les huîtres. Oui, on récolte du naissin. Oui. Mais il doit y avoir quand même beaucoup de choses d'observation pour absolument. Ce que j'ai fait, comme je vous disais, je n'y connaissais rien. Je suis resté, d'abord, celui qui m'a vendu rentrait tous les soirs, m'avait demandé de rester habiter là, donc tous les soirs, il rentrait, on discutait, on échangeait nos points de vue, il me donnait des conseils, et moi dans la journée, je suivais le personnel. J'étais le patron, mais je les suivais, je regardais comment ils faisaient, je leur demandais, je posais des questions, je ne vais pas dire que je leur demandais des conseils, mais je leur posais des questions, puis vous savez, quand on veut arriver... Oui, on observe. On observe et puis on fonce. Et on fonce. Des fois on se casse la figure, pour être poli. Ça n'a pas été votre cas. On fait des erreurs, non, ça n'a pas été mon cas, mais il y a eu des difficultés, par exemple, dès la première saison, il y a eu l'hiver 62-63, pardon, où il a fait très froid. Oui. Il
la banquise est repartie avec les huîtres qui étaient sur les parcs et tout. Donc, c'est des coups durs. La mer avait gelé. Hein. La mer avait gelé. Chez nous, on arrive. Je me souviens, c'était du reste l'attraction. On a été voir la mer qui était gelée. Bien sûr. Ah ben, la mer montait par-dessus la glace et ça épaississait sans arrêt et tout. Donc, bon. Ben, ça a été déjà une bonne expérience de voir qu'il y avait des parcs où on pouvait ensemencer, bien que c'était quand même, le froid qu'il y a eu cet hiver-là, c'était quand même assez exceptionnel. Oui. On n'en a jamais vu d'autres comme ça, on a eu froid. Oui, mais pas à ce point. Pas comme ça a duré 2 mois, ça a commencé le 31 décembre et puis ça a duré jusqu'à la fin février. Oui, février. Oui. Donc, ben, si vous voulez, ça a été aussi une période, donc pendant 2 mois, où il n'y a eu aucune activité de commerce et de travail sur parc. Donc ça a permis d'acquérir certaines choses et puis en discutant avec des collègues, on apprend. Puis quand on veut, on peut. On peut. Voilà. Alors c'est 60 ans d'ostréiculture? Bah, quasiment. Quasiment? Quasiment. Combien de projets pendant ces 60 ans? Combien de créations? Ben, disons que dès la 2e année, j'ai été nommé vice-président du syndicat, donc ça veut dire que je voulais vraiment m'intéresser non seulement à ma propre exploitation, mais à l'ensemble de la profession. Et le président qui était à l'époque avait toujours une façon bizarre de m'apprendre comment on devient un président du syndicat. C'est-à-dire que quand il y avait des réunions qui ne l'intéressaient pas, il me disait « Tu ne peux pas me remplacer, ma femme est malade. » Voilà. Bon truc. Mais le jour où il y avait un raout à la préfecture ou un gueuleton quelque part, ce jour-là, il était bien. Sa femme n'était pas malade. Sa femme n'était pas malade. Donc tous les dossiers difficiles, il me les refilait. C'est un bon apprentissage. Exactement. Et puis bon, bah, après, il y a eu le syndicat, et en même temps que le syndicat, il y a eu la coopérative que l'on a lancée avec les collègues de la Rivière d'Etel pour pouvoir faire rentrer en France nous-mêmes des huîtres du Portugal, puisqu'à l'époque on a commencé à travailler avec des huîtres du Portugal. Et il y a eu ça, puis il a fallu aller au Portugal, il a fallu aller partout. Puis après ben, de plus en plus, après ça, il y a eu le groupement où alors là j'ai voulu innover en faisant que de la transformation d'huîtres. C'est-à-dire mettre des huîtres en boîte, en conserve, surgeler des huîtres, cuisiner ou brutes et tout ça. Et donc, j'ai été faire des salons à l'étranger, tous les grands salons alimentaires, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, à Paris bien sûr, en Espagne, un peu partout, au Canada, aux États-Unis. Donc, vous voyez, petit à petit, j'ai étoffé mes activités, si on peut dire, et puis... et tout ça, vous le racontez donc dans ce livre, La mer, l'ostréiculture. Voilà. 60 ans de passion en réalité. Absolument, et puis encore maintenant, je suis à la retraite bien sûr, mais ça m'est arrivé par exemple tout l'été, tous les week-ends, j'ai travaillé au chantier pour aider mon fils et mon petit-fils à préparer les commandes qui ont pris la suite. C'est une belle réussite. Voilà. Ça aussi, parce que parfois, il n'y a pas de suite. Des fois, il n'y a pas de suite, mais je trouve que ça doit être assez frustrant pour quelqu'un qui a créé quelque chose et qui a... du coup buté. Et puis non seulement j'ai créé plein de choses à l'échelon personnel, mais bon, à l'échelon de la profession, et puis abandonné comme ça d'un coup, non, c'est bien. Et plus de traces, disons. C'est bien, parce que du coup, ça fera 3 générations. Ça fait 3 générations. Ils sont dans la même passion. Voilà, et pour faire un parallèle, mon père était chirurgien dentiste. Oui. Mon frère on voit pas trop le rapport. Était chirurgien dentiste. Ouais. Et mon neveu était chirurgien dentiste. Si vous voulez, il y a eu 3 générations de dentistes. Ah d'accord. Et comme moi, j'ai pas voulu être dentiste, et que mon neveu n'a pas d'enfant qui veulent être dentiste, il y a eu 3 générations de dentistes. Et puis moi, j'ai créé, si on peut dire,
hein, 3 générations d'ostréiculteurs. De paysans de la mer. Parce que c'est vrai que ce soit huître ou moule, c'est pas de la pêche. Ah non, c'est de la culture. Ouais. Voilà, on dit même les jardiniers de la mer. Oui, enfin, paysans, ça c'est un peu, mais paysans, c'est plus exact parce que il y a beaucoup. Parce qu'on part de pas grand-chose pour arriver à un produit fini, voilà. C'est plus paysan. Voilà, il y a beaucoup de similitudes entre le travail de l'agriculteur et le travail de l'ostréiculteur. Moins maintenant, si vous voulez, avec les méthodes de travail qui ont évolué, les machines et tout, mais dans le temps, il y avait une grande similitude entre les deux professions. Oui, et autant de muscles. Quand il fallait à la fourche, aller... Exactement. Moi, il y avait une expression, j'ai toujours dit, arrivé le 15 août, on est rendu à Noël. Parce qu'au moment du 15 août, en général, il y a toujours une grande marée. Et on commençait, sur les parcs les plus profonds, si on peut dire, à aller à la fourche. Mais quand vous avez un parc où il y a 100 tonnes d'huîtres dessus, puis que vous faites la première fourchée, vous regardez l'autre bout, je ne suis pas rendu. Non. On ne va pas décourager quand même les futures vocations. Ben non, mais donc ça se fait plus, mais là il fallait hercer les parcs, il fallait retourner. C'était encore très manuel. C'était très manuel, mais donc c'était du travail un peu de paysan. Exactement. Voilà. Les projets? Les projets, oh. Pour vous, pour vos enfants? Oh ben, pour mes enfants, oui. Là, j'ai écrit ça, j'ai refait un petit mode d'emploi. Un petit mode d'emploi. Ça, c'est pour les vocations futures. Oui, et puis pour apprendre aussi aux consommateurs ce que c'est qu'une huître. C'est pas le genre de truc. C'est pas ce qu'on trouve emballé et qu'on peut manger, quoi. Combien de fois je me suis accroché avec des clients, surtout au moment des fêtes, je disais toujours, donnez-moi vos prévisions 1 mois à l'avance. C'est pas des boîtes de petits pois qu'on va prendre sur une étagère. Le client qui vous ah ben je veux 10 tonnes aujourd'hui, ah ben oui non mais il faut les stocker, il faut les préparer, il faut les emballer. Donc combien de temps de conservation une huître? J'ai eu en 80... Une question que beaucoup de consommateurs se posent, parce qu'on les voit sur les étals, je vais dire aussi bien des grandes surfaces ou des poissonniers ou n'importe, mais finalement, on ne sait pas toujours combien de temps. Bah, bon, tout dépend de la façon dont elles sont conservées. Oui. Mais des huîtres, non, mais 8-10 jours. Pas plus. Bah, bon. Après, on risque l'intoxication alimentaire. Peut-être pas. Je vais vous citer un exemple. En 85, quand il y a eu les attentats sur Paris et tout ça, toutes les grandes surfaces, les entrées étaient contrôlées, et c'était juste avant les fêtes. Et je travaillais avec les Auchan, pour ne pas les citer, et les chefs poissonniers n'ont pas eu le réflexe de se dire on va réduire nos commandes. Ben non, oui. Bon. Ils ont maintenu leurs commandes, et bien au bout de 3 semaines, j'ai eu des huîtres qui sont revenues. Oui. J'ai eu 35 tonnes d'huîtres qui sont revenues à peu près. Et j'avais fait venir les services vétérinaires, parce que bien sûr que j'allais pas me laisser avoir sur le plan commercial. Il y avait une faute de la part des acheteurs. Il y avait l'Institut des pêches, il y avait les services vétérinaires, des huissiers. Il y a un agent des services vétérinaires qui, au bout de 3 semaines, a mangé des huîtres. Je crois qu'il est encore vivant. On espère. Non, mais pour dire, quand ça a été conservé dans de très bonnes conditions. Parce que c'est vivant. Mais oui, donc c'est pour ça. Mais là, faut pas exagérer. On va dire 8-10 jours sans souci. 8-10 jours gardés au frigo avec un poids dessus et tout, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Et combien de manières pour cuisiner? Outre traditionnel, on mange l'huître avec son peu de citron, mais il y a beaucoup de... Il y a des huîtres farcies. C'est comme la moule finalement. Absolument. Moi, quand j'ai lancé le groupement, ça a été pour faire... On a fait des huîtres fumées. En conserve, et j'en ai vendu. Alors en France, ça a été le flop, si on peut dire. Le consommateur français... On commencerait maintenant, mon petit-fils a peut-être envie de redémarrer, on commencerait maintenant... peut-être ça marcherait mieux. Peut-être ça marcherait mieux, mais en 78, il y a 40... Les gens n'étaient pas prêts à ça. C'était trop tôt, mais à l'étranger, j'en ai vendu des quantités.
Hein, et je faisais aussi, alors ça, j'en ai vendu beaucoup en France, des mini bouchées aux huîtres, des mini bouchées pur beurre avec une huître et un beurre à l'ail ou à l'échalote, un peu comme les escargots. Surgelé. Oui. J'ai travaillé beaucoup avec les Novotel qui faisaient énormément pour tous leurs cocktails et tout ça. Bien sûr. Ça, j'en ai vendu. On a fait d'autres produits, on a fait des poupiettes, on a fait des huîtres farcies. Oui, finalement, ça se décline énormément de manières. De la soupe d'huîtres. Et alors, même après, avec Patrick Chauchard qui fait du saumon fumé, il a fait des cakes aux huîtres fumées. Ouais. Et on fait tout ce qu'on veut. Plein d'idées. Il y a plein d'idées. Que les gens n'ont qu'à appliquer, d'autant qu'on est bientôt dans la période de fête. Ben voilà. Et beaucoup de gens qui n'aiment pas les huîtres fraîches Préfèrent cuit. Cuit tout. Voilà. Des huîtres cuisinées. Cuisinées. C'est bizarre, mais vous ne leur ferez pas avaler une huître fraîche. Ouais. C'est logique, c'est le coup de la moule. Ben oui. On va manger des moules cuisinées et pas nécessairement crues. Oui, puis on mange rarement des moules crues. C'est là-dessus qu'on va conclure. Eh bien, merci. Merci.